Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est un épisode tout spécialement dédié à ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'activité de négociateur en fonds de commerce que je vous propose aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un épisode qui fait partie d'une série. Avec Arnaud Villeroy, fondateur de estimermoncommerce.fr, Arnaud que vous avez déjà entendu sur ce podcast, nous explorons la question de la sélection des affaires, celle qu'il est bon de prospecter pour se constituer un bon portefeuille de vente. Bonjour Arnaud Villeroy. Bonjour Anne-Sandrine. Cibler les bonnes affaires, c'est tout un art, non ? Alors oui et non, mais effectivement, Oui. je m'aperçois au quotidien en parlant avec beaucoup d'agents immobiliers qu'ils perdent énormément de temps à rentrer des affaires qui, en fin de compte, ne sont pas vendables, mais ils ne se rendent pas compte au moment où ils le font. Ça veut dire que toutes les affaires ne sont pas bonnes à prendre en mandat. C'est exactement ça. Oui. Pour la simple et bonne raison que certaines affaires font l'objet d'une très faible demande de la part des acquéreurs, ou alors numériquement, on va avoir beaucoup moins d'acquéreurs potentiels, ce qui fait qu'elles sont par définition beaucoup plus difficilement vendables et que donc ce ne sont pas les affaires qu'il faut aller cibler de manière prioritaire. Ceci dit, il faut se méfier des faux semblants. Alors moi, j'ai lu sur votre site quelque chose qui m'a marqué, c'est que ce n'est pas forcément le commerce le plus rutilant qui va être le plus intéressant. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais... Vous avez parfaitement raison, c'est même une de mes devises, il ne faut pas se fier aux apparences. Mais effectivement, on parlait de la prospection la fois précédente, et on avait dit qu'il faut éviter les a priori quand on prospecte, et c'est très vrai parce que cibler la bonne affaire, c'est aussi savoir faire fi des a priori. Certaines affaires, lorsqu'on est devant, eh bien, on n'a pas envie de rentrer parce que la devanture n'est pas engageante, c'est vieillot, l'activité, on se dit est-ce qu'on va trouver quelqu'un pour ça ? Et en fin de compte, quand on rentre, qu'on regarde les documents, les bilans, qu'on parle avec l'exploitant, qu'on parle de prix, eh bien, on se rend compte que c'est une mine d'or. Et à contrario, il m'est arrivé aussi de rentrer fringant dans des belles affaires rutilantes qui, pour le coup, eh bien, n'avaient pas les chiffres au rendez-vous ou alors des problèmes quand même importants, bloquants, qui faisaient qu'elles étaient très difficilement vendables, voire pas du tout. Il y a aussi la question du secteur, au fond, parce qu'on pense toujours au café, hôtel, restaurant, et en fait, il ne faut pas se limiter à ce secteur-là. Tout à fait. On sait que le secteur du CHR, café, hôtel, restaurant, eh bien, trust 40 voire 50% des ventes chez pas mal de professionnels qui vendent des fonds de commerce. Mais il n'y a pas que ça. Il faut avoir un portefeuille varié parce que tout se vend en l'espèce. C'est une question de prix, évidemment. C'est une question aussi de demande, ça va de soi. Mais a priori, tout peut se vendre. Donc, il faut avoir un portefeuille varié. Pour ça, il faudrait aller le chercher en amont. Tiens, mais au fait, est-ce qu'il y a des tendances ? Les tendances, alors si on parle du CHR, il y a effectivement 6 activités principales. Alors CHR et assimilé, je préfère appeler ça ce qu'on appelle les spécialisés. Donc il y a tout ce qui est restauration rapide, évidemment, puisqu'on a affaire à des affaires dans lesquelles il y a une faible technicité, des fortes marges. Une famille vaste, ça intéresse beaucoup les acheteurs. On va avoir également dans la même famille ce qu'on appelle les terminaux de cuisson. Oui, c'est un petit peu comme des boulangeries, mais on ne fabrique pas le pain. Alors des exemples, il y a Paul, brioche dorée, ce genre de choses. Pour le coup, il n'y a pas de technicité requise, c'est un process qu'on applique. Dans la famille, eh bien, il y a la boulangerie, ça reste un produit d'appel qui a en plus très bien traversé le Covid, donc ça reste des affaires qui se vendent bien. De même que le tabac aussi, idéal pour la reconversion par exemple, puisque il faut savoir que pour certaines affaires, il est nécessaire, aux yeux de la banque, ce qui est logique, d'avoir une expérience professionnelle. Et bien pour certaines autres affaires, ce n'est pas le cas. Le tabac, par exemple, est une de ces affaires. Et puis, il y a encore 2 types d'activités qui intéressent beaucoup les acheteurs. En restauration, il y a ce qu'on appelle la brasserie. Alors, la brasserie, c'est une restauration simple avec de ce qu'on appelle de la limonade à côté. Beaucoup de boissons, avec une très forte marge, une faible toxicité requise. Et puis, il y a l'hôtel. Alors, l'hôtellerie, c'est un peu le Saint Graal en matière de vente de fonds de commerce, notamment ce qu'on appelle l'hôtel bureau, c'est l'hôtel sans restauration. Et là, on est ce qu'on appelle les 20-80, un petit peu en business, alors je dirais plutôt les 30-70. Et pour le reste, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on appelle des tout-commerce. Alors les tout-commerce, ce sont ces magasins, ces affaires en général, parce qu'on ne parle pas que de boutiques, on parle aussi de petites entreprises, dont on ne se doute pas forcément qu'elles existent. Mais on va pouvoir, lorsqu'on a un acquéreur qui vient vous voir avec un projet qui n'est pas très bien ficelé, mais qui est motivé pour acheter, mais qui n'a pas forcément le profil professionnel pour aller sur l'activité qu'il nous demande, notamment la restauration, eh bien, on va pouvoir, en fonction des critères qu'il nous a indiqués,
l'orienter vers autre chose. Oui. Et cette autre chose, il a fallu bien évidemment aller chercher en amont et donc avoir prospecté et donc ne pas avoir eu d'a priori pour dire tiens, je vais rentrer cette boutique qui est spécialisée dans le transfert de photos sur des mugs. C'est un exemple parmi tellement d'autres, mais il y en a beaucoup. Oui. Voilà. J'ai envie de vous poser une question qui n'était évidemment pas prévue. Il y a une image d'Épinal, en fait. C'est le petit couple qui rachète une affaire. Déjà, est-ce que c'est une image d'Épinal ? Est-ce que c'est encore en vogue, ça ? Ou bien, et comment est-ce que, finalement, la société s'est adaptée au fait que tout le monde ne rachète pas des affaires en famille ou en couple ? Alors, il faut quand même savoir que la plupart de la typologie d'acheteurs, normalement, effectivement, c'est en couple. Généralement, le projet est familial. La question à partir de là, surtout, c'est par rapport à ce que vous avez dit, c'est est-ce que ces gens ont un projet qui est farfelu, qui est abouti ? C'est surtout ça. Parce qu'on a parlé de métier. Voilà, alors le gros cliché, j'ai reçu durant pas mal d'années, le petit couple très sympa, voilà, on veut acheter un restaurant, ah bon, vous êtes pro resto ? Non, mais vous savez, tous les soirs, tous les samedis, on reçoit nos amis, ils nous disent qu'il faut ouvrir un resto parce qu'on cuisine super bien, on va chercher un resto. Et ces gens-là, vous êtes leur premier contact en fait en tant qu'intermédiaire immobilier, ils sont même pas allés voir une banque souvent, et le piège dans lequel il ne faut pas tomber en tant qu'intermédiaire, c'est de commencer à leur montrer tout plein d'affaires parce qu'on va perdre du temps. Oui. Ce qu'il faut faire avec ces gens-là, c'est mener un entretien qualitatif pour comprendre ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent pas, leur rapport, leurs critères de vie, leurs critères personnels, leur ressort décisionnel, vraiment ce qu'ils cherchent, parce que notre objectif, notre mission, c'est de leur trouver une affaire qui leur convient. Et non pas forcément l'affaire qu'ils sont venus chercher. Donc je sais qu'il m'est arrivé dans 30% des cas de vendre à des couples des affaires qu'ils ne sont pas venus chercher. Et ils étaient très contents au final parce que j'avais fait ce travail de découverte et de tri. Et à la limite d'inverser le rapport de force en leur disant non, je ne vous montre pas un resto parce qu'on ne vous suivra pas à la banque et vous allez avoir le cœur brisé si je vous montre une petite affaire que vous adorez. Oui. Et puis aussi, il y a la question de ne pas se décrédibiliser par rapport aux vendeurs. Il y a ça, mais effectivement, quand on est agent immobilier, je pense qu'il faut toujours voir un acquéreur comme un triptyque. Il y a l'acquéreur, mais derrière lui, il y a ses conseils qui sont l'expert comptable et le juriste. Et puis derrière lui, il y a un banquier. Et tous ces gens-là n'ont pas une approche à l'affect. Ils ont une approche très, très cartésienne, de chiffres, de finançabilité. Pour la banque, il y a le profil professionnel aussi. Donc, si parfois, on peut être amené à séduire un acheteur sur de l'affect pur, bien derrière, il y a ces conseils qui vont dire non. Donc, il faut anticiper ça et se dire, je vais quand même trouver vraiment l'affaire qui convient à ces personnes. Tiens, vous avez parlé des aspects financiers. Quels sont les critères essentiels d'une bonne affaire à avoir dans son portefeuille ? C'est une excellente question. Alors déjà, il faut, en termes d'activité, qu'elles répondent aux activités qui sont recherchées par les acquéreurs. Donc celles que j'ai citées, mais aussi un cycle tout commerce. Il y a aussi des affaires qu'il faut éviter, il faut le savoir. Il faut que l'affaire soit rentrée au bon prix et c'est fondamental. Oui. Fondamental parce que c'est aussi ce pourquoi on a créé justement Estimer mon commerce qui permet de faire des évaluations au bon prix d'arriver à argumenter directement avec les vendeurs et leur expliquer concrètement pourquoi le prix qu'ils souhaitent souvent n'est pas le bon. Et puis, il faut avoir rédigé une bonne annonce de vente pour déclencher l'intérêt des acquéreurs. Et on aide aussi sur le site avec des outils à rédiger une bonne annonce avec les bons critères attendus par un acquéreur. Et si on fait ce travail en amont de préparation, on a réussi un beau matching qui permet derrière d'avoir des acquéreurs satisfaits. Vous avez évoqué la plateforme estimermoncommerce.fr. Si j'ai bien compris, même en débutant dans le métier, on peut générer des documents fiables et professionnels. C'est même l'objectif numéro 1 d'Estimer mon commerce, c'est de permettre de casser tous ces blocages, tous ces obstacles que nous, on a connus lorsqu'on avait papier et crayon, pour pouvoir aller vendre des fonds de commerce, rentrer des fonds de commerce, vendre des fonds de commerce et surtout être professionnel, crédible, efficace, ne pas perdre de temps, aller droit au but avec une approche à la fois humaine, pro et rapide. Et là, vous me tentez quand vous dites, nous, à l'époque, quand on était avec le papier et le crayon, ce serait peut-être intéressant que vous nous racontiez votre parcours en quelques mots. Écoutez, j'ai d'abord été restaurateur, oui. hôtelier et restaurateur avec ma propre affaire. Il faut savoir qu'à l'époque, je ne savais même pas lire mon propre bilan. Je savais à peine lire mon bail. Mais vous saviez cuisiner encore. Alors, je savais cuisiner, voilà. Oui, je savais cuisiner. Mais encore une fois, c'était autre chose. Oui. J'ai vendu mon affaire et j'ai basculé ensuite dans la vente de commerce et d'entreprise. Après un court passage dans l'immobilier traditionnel.
Et effectivement, après ce passage dans l'immobilier tradi où j'ai vu beaucoup de freins, eh bien, l'immobilier de fonds de commerce dans lequel j'ai démarré sans avoir aucune notion juridique, expert comptable ni quoi que ce soit, eh bien, s'est révélé être un métier passionnant, lucratif. Oui. Et cela, vous l'avez fait pendant de très nombreuses années d'ailleurs, avant de créer estimermoncommerce.fr. Voilà, tout à fait. Plus de 12 ans avant de s'appuyer sur cette expérience un peu roots. Et donc, toutes les bonnes pratiques. Alors d'abord, il y a eu les pièges, il y a eu les portes, il y a eu les échecs, il y a eu les pertes de temps, les pertes d'argent. Tout ce qui a fait qu'on a peaufiné une méthode qui est à la fois professionnelle, rigoureuse et efficace et dynamique pour créer ensuite nos méthodes et cet outil qui est destiné à faire gagner un temps fou justement à tous les pros de l'IMO, qu'ils soient confirmés ou néophytes, qu'ils soient spécialisés ou pas dans le commerce, pour pouvoir aller, notamment dans le contexte actuel qui n'est pas toujours évident en immobilier résidentiel, à chercher d'autres pistes de développement de chiffres. Et aujourd'hui, c'est plus de 17 000 estimations réalisées, 5 étoiles en support clientèle et en site. Ça veut dire que quelque part, on ne s'est pas trop trompé. Et puis, ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'on ne se retrouve pas tout seul devant son écran. Vous faites des formations, sur le site, il y a des outils. Donc, le savoir, vous le diffusez et vous n'êtes absolument pas avare de partager l'expérience. Merci de le remarquer. Effectivement, on n'est pas du tout avare, on est très généreux en savoir. Notre objectif avec cet outil, c'est ça, pas simplement de délivrer une estimation, ça serait bien trop facile. Oui. Mais c'est de donner les armes complètes avec une méthode de A à Z, avec toutes les étapes, tous les outils à chaque étape. Et au cœur du réacteur, effectivement, un rapport d'estimation sur lequel on a les arguments en lecture directe face à un vendeur. Donc vraiment de doter complètement le professionnel de l'immobilier qui veut aller sur cette verticale-là pour qu'il soit accompagné. Il y a un chat online, il y a de la formation, il y a beaucoup de choses qui sont inédites sur le site qu'on trouvera nulle part ailleurs, effectivement, dans l'outil. Je vous remercie, Arnaud Villeroy. Je vous en prie, Alexandre.